Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, can we start with you? Bon, il faut d'abord comprendre effectivement que le problème est moins le niveau des prix du pétrole, le niveau des prix de l'énergie, que des fluctuations trop importantes dans ces prix de l'énergie. Et rappelons-nous par exemple qu'en 1997-1998, on était au niveau de 11 $ le baril et que l'on est arrivé 10 ans après, en 2008, au niveau de 140 $ le baril. Ce sont des fluctuations qui sont extrêmement destructrices pour l'économie mondiale. Maintenant, il faut aussi comprendre une chose, c'est que si les prix du pétrole tombent trop bas, eh bien, il n'y aura plus d'investissement, il n'y aura plus d'intérêt dans le développement des diverses sources d'énergie alternatives. Alors, qu'il s'agisse évidemment des éoliennes, qu'il s'agisse des cellules photoélectriques, de l'énergie solaire, qu'il s'agisse même du redéveloppement de l'énergie nucléaire. Et donc, cela va compromettre très largement une grande partie des investissements qui sont néanmoins nécessaires et investissements qui vont donner en réalité toute leur ampleur, je dirais qu'ils vont produire tous leurs effets dans les 10 ans ou les 20 ans qui viennent. Il y a par ailleurs un autre problème, et ce problème concerne essentiellement les États-Unis. Vous savez que le secteur de ce qu'on appelle l'huile de schiste s'est développé essentiellement à crédit. Les concessions, les forages sont réalisés avec des leviers de crédit qui sont considérables, qui atteignent grosso modo un rapport de 1 à 15, voire de 1 à 20. Et dans ces conditions, le fait que, d'ores et déjà, une partie de cette industrie ne soit plus rentable va provoquer un problème extrêmement sérieux dans les banques américaines qui vont se retrouver avec une grosse partie des crédits qu'elles ont faits à cette industrie qui ne seront pas remboursés, qui deviendront ce que l'on appelle des crédits non performants ou des non-performing loans dans le jargon des banquiers. Ce qui veut dire que nous allons avoir à l'été 2015, très probablement, une nouvelle crise bancaire aux États-Unis et qu'il va falloir tenir compte de cette crise bancaire quant à l'activité économique mondiale, non seulement aux États-Unis, mais comme les États-Unis sont un très grand marché, évidemment, en Europe et en Extrême-Orient. Non, ce n'est pas une possibilité et il faut comprendre ici un certain nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est que si l'énergie, qu'il s'agisse du pétrole ou qu'il s'agisse du gaz, joue un rôle extrêmement important dans le budget de la Russie, le secteur de l'énergie ne représente que 12% du produit intérieur brut de la Russie. Donc, le rôle en termes fiscaux du secteur de l'énergie est bien plus important que son rôle économique. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que pour ces questions fiscales, ce qui est important, c'est le prix de l'énergie, non pas en dollars, mais le prix de l'énergie en roubles. Et il y a une méthode assez simple pour calculer cela. Il suffit de constater que le prix en roubles du baril doit être égal à 3000 roubles. C'est grosso modo ce qu'il faut pour que les entreprises fassent des profits et soient capables de payer leurs impôts. Alors, 3000 roubles, quand vous avez par exemple un prix de l'énergie, un prix du baril qui est à 100 $ le baril, eh bien, ça vous mettra un taux de change à 30 roubles pour 1 $. Si maintenant on est à 50 $ le baril, eh bien, on aura un taux de change à 60 roubles pour le dollar. Et le gouvernement russe a, d'une certaine manière, reconnu l'existence de ce problème et a laissé se déprécier le rouble très largement pour maintenir un petit peu ce niveau
de 3000 roubles pour un baril de pétrole. Alors, ce n'est pas non plus sans créer d'autres problèmes. La très forte dépréciation du rouble entraîne un surcroît d'inflation. L'inflation va atteindre son maximum au mois de mars de cette année, puis va à nouveau se mettre à décroître. Il y a bien entendu d'autres problèmes, ça ralentit les investissements, mais fondamentalement, les prix du pétrole ne déterminent plus aujourd'hui la santé de l'économie russe. Alors, il est très clair, comme vous l'avez dit, que le rôle de la Turquie sera aujourd'hui absolument central dans le développement d'une politique d'approvisionnement de l'Europe. Le projet Nabucco est aujourd'hui mort. Et il est mort non pas pour des raisons géopolitiques, il est mort essentiellement pour des raisons de prix. Donc je pense qu'on peut oublier le projet Nabucco. Le projet Nabucco ne sera pas, si vous voulez, il n'arrivera pas à déboucher et on le voit très bien aujourd'hui. En même temps, les Russes ont décidé de suspendre le projet South Stream. Pourquoi? Eh bien, d'une part parce que les pays de l'Union européenne faisaient des difficultés, mais fondamentalement parce que ce projet était en concurrence pour des investissements avec d'autres projets qui apparaissent aux yeux du gouvernement russe comme beaucoup plus rentables et qui sont des projets qui concernent l'Asie. Ce qui veut dire que si nous n'avons ni Nabucco, ni South Stream, comment l'Europe sera-t-elle approvisionnée? Eh bien, essentiellement par le développement d'un oléoduc spécifique qui va rejoindre la Turquie, qui est en fait dérivé du projet Blue Stream qui existe depuis plusieurs années et qui maintenant commence, si vous voulez, à fournir de l'énergie à la Turquie de manière assez considérable. On va construire très probablement un doublage de Blue Stream et à partir de là, les Russes proposent d'ores et déjà de prolonger ce gazoduc vers la partie européenne de la Turquie, voire même vers la Grèce. Ce qui, évidemment, pourrait représenter une source de revenus extrêmement importante, à la fois pour le gouvernement turc, mais aussi potentiellement pour le gouvernement grec. Bon, je pense que les problèmes en Ukraine sont largement disjoints des problèmes énergétiques. Alors, en ce qui concerne les problèmes énergétiques, oui, on sait, il y avait des projets américains à la fois de vendre du gaz de schiste ou même de développer des sources de production de gaz et de pétrole de schiste en Ukraine et en Pologne. Ces projets sont aujourd'hui morts. La compagnie ukrainienne qui avait été créée pour gérer ces projets a été fermée. Et ces projets sont morts parce que les économistes ont rapidement montré que pour que ces projets soient rentables, il faudrait que l'on ait un prix du pétrole autour de 85 à 90 $ le baril, c'est-à-dire même encore plus élevé que le niveau de profitabilité qu'il y a aux États-Unis. Donc, si vous voulez, je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas réellement un intérêt énergétique dans cette question. Après, ce qui se passe en Ukraine doit être plutôt mis en relation avec des phénomènes politiques ukrainiens, mais aussi des phénomènes politiques qui relient un certain nombre de pays européens à l'Ukraine, en particulier la Pologne, la Lituanie, etc., qui ont joué un rôle assez néfaste dans le développement des événements politiques en Ukraine depuis un an et demi.
dans le dossier ukrainien, où si elle joue de manière très indirecte. Elle joue effectivement dans le fait que, oui, l'Ukraine va continuer à importer du gaz russe. Elle ne peut pas ne pas en importer. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit que l'Ukraine importe du charbon depuis les zones insurgées. C'est-à-dire que les insurgés de Donetsk et de Lugansk vendent du charbon à l'Ukraine. Et on peut... Oui, certainement. Des prix trop bas de l'énergie vont provoquer toute une série de risques au niveau international. Alors, un risque financier aux États-Unis, avec une très probable crise bancaire, un risque économique, car il faut savoir que la moitié des emplois nouvellement créés aux États-Unis depuis ces 4 dernières années sont des emplois qui, directement ou indirectement, ont été produits par le développement de l'industrie de l'huile et du gaz de schiste. Donc c'est extrêmement important. Mais ça va même plus loin, car cette déstabilisation de l'économie mondiale provoquée par ces prix bas de l'énergie va évidemment toucher l'ensemble des projets d'investissement qui étaient prévus ou qui étaient en début de réalisation dans les pays européens, dans les pays asiatiques, de manière à diversifier les sources d'énergie. Et ces projets d'investissement ne sont plus rentables avec, disons, un prix du dollar autour de 40 à 50 dollars le baril. Bon, il est extrêmement important pour cela que les prix de l'énergie remontent entre 70 et 80 dollars le baril. Et on voit ici que le problème principal du marché de l'énergie n'est pas tant le niveau général des prix que justement la volatilité de ce niveau des prix, ce qui pose la question de l'impact des banques et des sociétés financières dans ce marché. En réalité, grosso modo, 75 à 80% des contrats d'achat et de vente de pétrole sont des contrats, entre guillemets, fictifs et qui sont passés uniquement pour des raisons spéculatives entre une banque et une autre banque. L'ampleur de l'entrée des banques sur le marché de l'énergie a, je pense, profondément déstabilisé le marché et entraîne des surréactions aujourd'hui à la baisse, mais demain, pourquoi pas à la hausse, justement, des prix qui se forment sur ce marché de l'énergie. Ça dépend des situations, mais on peut considérer aujourd'hui qu'un prix raisonnable du pétrole devrait se situer entre 70 et 80 dollars le baril. Mais ça ne veut pas dire que ce prix sera le même dans 5 ans ou dans 10 ans, car il faut savoir que les réserves de pétrole s'accroissent chaque année. Et donc l'idée que nous manquerions de pétrole, si vous voulez, elle est repoussée. Il y a 10 ans, on disait c'est terrible, vers 2050, il n'y aura plus de pétrole. Aujourd'hui, on considère qu'il faudra attendre 2100 et on va continuer comme ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le coût d'extraction du pétrole, lui, ne cesse de monter pour une raison simple. On exploite d'abord les champs qui sont faciles d'accès. Et vous savez, par exemple, il y a des champs en Irak ou des champs en Arabie Saoudite où le coût d'extraction du pétrole, il est entre 3,5 dollars et 7 dollars le baril. Si vous prenez le delta de l'Orénoque au Venezuela, le pétrole peut être sorti entre 7 et 9 dollars le baril. Donc, il y a encore des champs où les prix d'extraction sont très faibles, mais aujourd'hui, de plus en plus de pétrole, de plus en plus de gaz sont extraits de champs qui sont complexes, qui sont difficiles d'accès, qu'il s'agisse de champs qui sont dans les zones polaires, par exemple en Russie ou aux États-Unis, en Alaska, ou qu'il s'agisse de champs qui sont sous l'eau, donc dans ce qu'on appelle le offshore, avec le offshore profond, c'est-à-dire l'exploitation
de champs pétroliers par des profondeurs de l'ordre de 1500 voire de 2000 mètres. Bon, comme on a ce problème devant le Brésil. Et tout ceci va faire progressivement monter le prix du pétrole. Donc, aujourd'hui, nous sommes probablement avec un niveau d'équilibre entre 70 et 80 dollars le baril, mais je pense qu'en 2025, nous serons probablement entre 110 et 130 dollars le baril. La révolution de ce qu'on appelle le shale, c'est-à-dire l'huile de schiste et le gaz de schiste, ce n'était pas vraiment une révolution. On savait qu'il y avait du pétrole dans ces couches géologiques depuis pratiquement les années 1930, les années 1940. Simplement, on ne savait pas comment l'exploiter. Alors, les formes d'exploitation qui ont été utilisées sont rentables si le prix du pétrole est élevé, mais elles ne sont pas rentables si on a des prix du pétrole très faibles. Par ailleurs, et je n'ai pas pour l'instant évoqué ce problème, mais il faut quand même l'évoquer, les conséquences écologiques de ces gisements, de l'exploitation de ces gisements, sont tout à fait dramatiques. On a, aux États-Unis, provoqué des pollutions très graves sur la nappe phréatique, sur l'usage de l'eau, et ceci va causer des dommages irrémédiables. Enfin, il y a le problème qu'un certain nombre de ces forages peuvent entraîner des micro-tremblements de terre. Et de ce point de vue-là, une étude géologique a montré que le nombre de micro-tremblements de terre a été multiplié par 10, je répète, multiplié par 10 dans le bassin permien, qui est sur l'ouest du Texas et la partie est du Nouveau-Mexique. Oui, vous savez, dans cette question-là, le problème est toujours le suivant. Si les prix de l'énergie tombent en dessous de 50, voire de 40 dollars, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons recommencer à gaspiller de l'énergie. Et comme nous allons gaspiller de l'énergie et qu'en même temps, à ces prix de 30 ou de 40 dollars, toute une série de gisements ne sont plus rentables, eh bien, nous aurons une consommation qui va augmenter et une production qui va baisser. Et donc, à partir d'un moment, les prix vont remonter. Donc, en réalité, il n'y a pas de solution, si ce n'est que dans une hausse des prix du pétrole. Et cette hausse des prix, elle est inévitable. Je pense qu'elle commencera à se produire à partir de juillet ou de début août de cette année, quand justement nous verrons que la production américaine commence à baisser de manière significative. Pour l'instant, on est toujours dans une phase d'expansion de la production américaine, mais on voit très bien que d'ici cet été, eh bien, la production américaine devrait commencer à se contracter et d'une certaine manière, les opérateurs financiers qui interviennent sur le marché du pétrole ont, je pense, d'ores et déjà anticipé ce genre de mouvement. Donc, ce qui va se passer, c'est tout simplement le fait qu'on va revenir à des prix plus normaux pour ce type d'énergie et à partir de ce moment-là, va se reposer le problème, est-ce que les États-Unis vont pouvoir maintenir leur niveau de production? Alors, si on revient à, par exemple, 90 dollars le baril, oui. Si on est à 70 dollars le baril, je pense que la production américaine va stagner, voire légèrement baisser. Si on est à 60 dollars le baril, la production américaine va baisser fortement. Donc voilà, c'est tout simplement cela qui détermine l'offre d'énergie, l'offre de pétrole. Et par rapport à ça, il faut aussi bien voir que du côté du consommateur, les usages du pétrole, c'est-à-dire la demande du pétrole, dépend aussi du prix du pétrole. Si le prix du pétrole est relativement faible, il y a des usages du pétrole qui sont assez
fait de gaspillage. Si le prix est élevé, eh bien, au contraire, on fait beaucoup plus attention et on fait un usage beaucoup plus rigoureux des ressources. Donc, en réalité, on voit que cette question des prix, elle affecte autant la formation de l'offre que la formation de la demande. Oui, la première chose que l'on voit évidemment quand les prix du pétrole baissent, c'est de dire mais c'est un effet d'aubaine pour le consommateur. Pour le consommateur, qu'il s'agisse du consommateur individuel, c'est-à-dire les ménages, ou qu'il s'agisse du consommateur industriel, c'est-à-dire les industries qui utilisent largement de l'énergie, comme la pétrochimie ou de l'énergie électrique qui est elle-même un dérivé du pétrole. Mais il faut comprendre aussi que si on a une crise massive dans le secteur de l'huile de schiste, dans le secteur des sables bitumineux, eh bien cette crise d'abord va avoir un effet extrêmement important sur l'emploi aux États-Unis, puisque une grosse part des emplois qui ont été créés aux États-Unis sont des emplois qui sont reliés de près ou de loin au développement du pétrole de schiste. Il y aura aussi des problèmes bancaires extrêmement importants, car les banques américaines vont avoir à gérer entre 300 et 400 milliards de dollars de mauvaises dettes liées justement à la faillite de ces entreprises. Et puis, si on raisonne à un petit peu plus long terme, on voit que des prix trop bas du pétrole compromettent des investissements dans des secteurs à haute technologie, qui sont les secteurs du développement des hydroliennes, le secteur de développement de l'industrie nucléaire, de la géothermie, du solaire aussi, bien entendu. Et ces secteurs qui étaient rentables quand nous étions fin 2013 ou début 2014 avec des prix du pétrole, par exemple, à 110 $ ou 108 $ le baril, évidemment, ces investissements ne sont plus rentables si l'on est à un prix du pétrole autour de 50 $ le baril. Donc, oui, il y a bien un effet très transitoire, un effet d'aubaine pour les consommateurs, qu'il s'agisse des ménages ou des industriels, mais cet effet d'aubaine est plus que compensé par un effet de restriction de demande, par un effet de contraction des investissements qui va être engendré justement par ces prix trop bas du pétrole. Alors, les prix du pétrole vont se mettre à monter, je pense, entre début juin et début août. Je ne peux pas dire précisément quand est-ce qu'ils vont le faire, mais c'est à peu de choses près à ce moment-là qu'il y aura une chute de la production et donc il y aura un renversement du marché. Pour l'instant, le marché reste largement influencé par des excédents de production et donc tant qu'il y a ces excédents de production, il n'est pas possible d'avoir de fortes hausses du prix du pétrole. Mais à partir, je dirais, entre juin et août, il y aura une contraction importante de l'offre, une contraction de la production, et donc on devrait voir le prix du pétrole monter. L'ensemble des experts sont d'accord aujourd'hui pour dire qu'au mois de novembre ou au début du mois de décembre, on devrait être revenu entre 70 et 75 $ le baril. Après, jusqu'où ira-t-on? Eh bien, ça dépend de deux phénomènes. Premier facteur, c'est quel sera le rôle des banques et des sociétés financières dans la formation du prix du pétrole, parce que les banques et les sociétés financières spéculent en réalité sur le pétrole et qu'on voit que ce marché n'est pas un marché d'une simple matière première, c'est devenu aussi un marché financier, un marché hautement spéculatif. Et on ne peut pas exclure le fait que quand il y aura ce retournement du marché, on assiste à un phénomène qu'on appelle l'overshooting, c'est-à-dire que les traders, les sociétés financières qui justement jouent sur le prix du pétrole accentuent la hausse du pétrole et que, alors que le pétrole devrait logiquement monter jusqu'à 70-75 $ le baril, eh bien, il monte autour de 90, 95, voire 100 $. C'est une première possibilité. La deuxième possibilité, elle est à plus long terme
Et c'est toujours le problème de l'évolution de l'offre. Alors, on sait qu'en quantité, les réserves de pétrole sont de plus en plus importantes, que pratiquement tous les ans, on réévalue à la hausse les réserves du pétrole, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, le prix moyen d'extraction du pétrole ne cesse de monter. Et donc, il faut s'attendre à ce que le pétrole, d'ici 1 an et demi ou 2 ans, reprenne sa marche en avant et remonte autour de 100 voire 105 $ le baril. Yeah, it's done. I keep you.